Géré par Madame la directrice générale adjointe de l'agence chargée de l'administration des zones économiques spéciales, Madame Nicole Ndoubayo. Il y aura également, elle aura comme panéliste autour de ce panel, Monsieur Ahmad Abdelkarim Ahmad, directeur général du service des douanes et droits indirects du Tchad. Il y aura aussi Monsieur Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier au sein du ministère des hydrocarbures du Congo. Il y aura également M. Hassan Yanikro, responsable des relations clientèle Afrique centrale, Afrique Simbank. Il y aura également Mme Linda Amadagana, qui est fondatrice du cabinet d'avocats d'affaires Amadagana Partners. Si l'équipe de la régie, nous pouvons déjà préparer les micros pour les différentes personnalités que je viens d'appeler. Écoute. Je rappelle que pour ceux qui ne comprendront pas l'une des langues de nos panélistes, français ou anglais, il y a déjà des appareils traducteurs sur les sièges que vous pouvez les utiliser. Alors sans plus tarder, j'invite ici Madame Nicole Ndoubayo, directrice générale adjointe de l'agence chargée de l'administration des zones économiques spéciales du Tchad, à me rejoindre sur scène. Et aussi, j'invite ces panélistes à pouvoir s'approcher de la scène pour qu'on leur place les micros. Il s'agit de Monsieur Mathieu Mbeka, consultant des investissements. Il y a également Monsieur Ahmad Abdelkarim, directeur général des douanes du Tchad. Monsieur Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading au sein du ministère des hydrocarbures du Congo. Monsieur Hassan Yanikro, responsable des relations clientèle Afrique Simbank. Il y a également Madame Linda Amadagana, qui est fondatrice du cabinet Amadagana et Partners. Je connais. C'est un beaucoup de talent. Je pense que nous allons départ.
concernant celui-ci. D'accord. J'invite aussi M. Jean De Wolf, chargé d'investissement senior infrastructure Africa au sein de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. M. Ahmad Abdelkarim, par là. Madame Linda. Madame Linda. Monsieur Hassan Yanikro. Monsieur Hassan du Congo. Monsieur Mathieu. Monsieur Jean-Jacques Ikama. Et je ne pourrais pas annoncer les gens parce que je n'ai pas tout le monde. De toutes les personnes qui sont là, je n'ai que Ahmad Abdelkarim, Nassou n'est pas là, Bobsé n'est pas là, et Linda, les deux. Les trois ne connaissent pas leur nom. J'invite également ici M. Mogo Gabo Seli, directeur général de DMC, à rejoindre le panel. Je vous en prie.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les participants. Je voudrais remercier le CABEF pour l'opportunité qu'il nous donne pour pouvoir échanger ce matin sur un thème qui préoccupe, ou du moins un thème assez... un thème qui fait l'objet d'engouement et surtout qui est sujet ou qui donne l'occasion depuis quelques années, ces dernières décennies, qui a donné naissance, on va dire, ou permis de mettre en place un certain nombre de projets d'envergure, que ce soit dans les BTP, les chemins de fer, les rénovations des ports, des routes, des télécoms. Et je voudrais parler des partenariats publics-privés. Avant de présenter les différents panélistes, je voudrais nommément citer le thème en question. Les PPP comme modèle de financement et d'exploitation de projets d'infrastructures énergétiques transfrontaliers. Et nous allons nous baser sur le cas des projets CAPS. Et l'illustre panel qui est devant vous ce matin est composé des personnes suivantes. Il y a cette personne qu'on ne présente plus parce qu'il a occupé beaucoup de postes prestigieux et importants dans notre pays, à savoir M. Mbogo Ngaboseli. Il y a également M. Ahmad Abdelkerim. Ahmad, qui est le directeur général des douanes et des droits indirects du Tchad, qui a également été pendant longtemps le dirigeant de Bolloré au Tchad et qui n'est pas non plus à présenter dans le domaine de la logistique et du transport. Nous avons également la seule dame du panel, Madame Linda Amadagana. Elle représente ici un cabinet d'avocats dénommé Associé A&P Partners. Et nous avons également M. Jean-Jacques Ikama, qui est juste à côté de M. Ngabo Seli. Nous avons également M. Mathieu Bécan. Je m'excuse s'il y a des noms qui ont été écorchés, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, merci, chers panélistes, pour votre présence ce matin pour ce panel numéro 12 qui est dédié au PPP comme modèle de financement et d'exploitation des projets d'infrastructure, des projets énergétiques transfrontaliers. Alors, nous savons que partout en Afrique, comme dans le reste du monde, l'intérêt pour les partenariats publics-privés comme mécanisme de financement et d'opération d'infrastructures économiques tels que les ports, les chemins de fer, les aéroports, etc., a augmenté ces dernières années. Et nous savons également que pendant que les gouvernements cherchent des méthodes alternatives de passation des marchés pour combler leurs lacunes croissantes en matière d'infrastructures, les partenariats publics-privés également, qui est représenté d'un côté par le gouvernement au niveau national et de l'autre côté le partenaire privé qui est représenté par une entreprise privée ou un
consortium d'entreprises privées avec un domaine bien spécifique. Le PPP est applicable aux contrats de gestion à moyen et long terme avec des exigences d'investissement qui peuvent inclure le financement, la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et la cession. Les accords de PPP sont également utiles pour les grands projets d'infrastructure complexes qui nécessitent des travailleurs hautement qualifiés et une mise de fonds importants à réaliser. Le modèle PPP est également utile dans les pays qui exigent de l'État de détenir légalement un intérêt dans toutes les infrastructures publiques, mais qui permet à un niveau de participation du secteur privé. Des exemples fréquents sont la concession et le BOT. Un exemple de projet d'infrastructure complexe est le système de pipeline d'Afrique centrale, ou ce qu'on appelle communément CAPS, qui vise à construire 6500 km de pipelines reliant les ressources pétrolières et gazières de 11 pays d'Afrique centrale. Le gaz en particulier devrait jouer un rôle clé dans le développement de l'économie de la région et la réduction de la pauvreté énergétique. La complexité du projet CAPS réside dans le fait qu'il concerne 11 pays qui ont des niveaux de développement économique différents, des besoins énergétiques différents, des codes miniers, gaziers et pétroliers différents. Il nécessitera aussi un niveau d'investissement très élevé et les gouvernements des pays concernés ne participeraient peut-être pas à la même hauteur. La demande incertaine et variante d'un pays à l'autre, la volatilité des prix d'un pays à l'autre ajoute à cette complexité. Le concept général de PPP est de mieux en mieux compris à travers le monde. Cependant, davantage de travail est nécessaire pour comprendre les facteurs clés qui nécessitent ou qui font le succès d'un PPP. Un de ces facteurs est de s'assurer que le projet est bancable. La bancabilité fait référence à la structure globale d'un projet qui est telle que les prêteurs sont prêts à le financer. Comment les prêteurs financent la grande majorité des capitaux requis pour entreprendre des projets d'infrastructure? La bancabilité est d'une importance capitale pendant que la phase de structuration des projets, de plus en plus de projets de partenariats publics-privés sont uniques aux autres méthodes d'approvisionnement plus traditionnelles puisque le financement par les prêteurs dépend totalement de la capacité du projet à générer les flux monétaires suffisants pour rembourser les prêts. C'est pourquoi les prêteurs surveillent de près la structuration du projet, y compris tous les accords de projet et pas seulement les accords de financement. En termes simples, si les parties ne parviennent pas à trouver une structure bancable, le projet ne se poursuivra pas. Alors, cette table ronde sur les PPP devrait prendre en compte les dynamiques de l'environnement local d'exploitation. En particulier, dans les pays où il existe un risque de volatilité macroéconomique, il est important que les termes des accords de partenariat public-privé soient équitables dans la protection à la fois des investisseurs privés et des partenaires publics. Le panel qui est composé de ces différents experts et praticiens d'horizons et de perspectives différents
à l'instar des économistes, des financiers, des fiscalistes, avocats, décideurs politiques, dialoguera donc avec vous, le public, par le biais des questions et des commentaires qui suivront pendant ce panel. Alors, l'objectif de ce panel est de fournir un aperçu de l'état actuel et des tendances dans les financements des projets d'infrastructures énergétiques dans la sous-région, en particulier le CAPS. Ensuite, évaluer les préparatifs et facteurs de succès dans le modèle de partenariat public-privé comme outil de financement du CAPS. Recommander des stratégies d'harmonisation des lois et règlements en matière énergétique à travers les différents pays de la sous-région. Et enfin, le quatrième point, discuter des meilleures pratiques et d'enseignement tirés des projets similaires qui se sont avérés bancables dans d'autres régions. Alors, chers panélistes, je vais laisser la parole à qui voudra la prendre. La première question est de savoir quels sont les principaux leviers visant à améliorer la bancabilité des projets d'infrastructures qui ont été mis en place en Asie. Et par exemple, s'il y en a que vous connaissez, vous pouvez les citer, desquels nous pouvons nous inspirer au niveau de l'Afrique centrale. La parole est à qui voudrait la prendre. Que ce soit en Asie, on parle de l'Asie, mais on peut prendre un exemple en Europe ou ailleurs. Et que ce projet peut être transcriptible en Afrique centrale. Je vous en prie, sentez-vous libre. Allez-y. Je vais faire comme ça. Enchanté. Alors, mon nom, c'est Yann de Wulf. Je suis avec les SAFI, le volet privé de la Banque mondiale. Au niveau des exemples hors d'Afrique, je pense qu'on peut même commencer avec des exemples en Afrique. Comme vous savez, les SAFI, on a été l'arrangeur principal du pipeline entre le Tchad et le Cameroun. Alors, on a mobilisé tout le financement. Et on a quand même pas mal d'expérience déjà sur ce projet. Et on voit aussi de projets similaires. Ce n'est pas nécessairement au niveau de pipeline de gaz, mais c'est aussi des projets de transmission d'électricité qui ont toute la même dynamique. Alors, de notre côté, ce qu'on pense qui est très important, principalement quand on regarde la bancabilité des projets PPP, l'objectif c'est de pouvoir mobiliser les ressources privées, parce que bon, les coûts d'un tel projet, ils sont assez larges et faire tout ça avec des fonds publics, ça serait dommage parce qu'il y a un intérêt très très fort dans les marchés internationaux pour participer au financement de tels projets. Mais ça demande une structuration bien établie et je pense au niveau des défis et besoins les plus importants, ils sont bien sûr, il y a les mêmes défis qu'on voit avec des projets nationaux. Alors il y a les aspects INS, il y a les aspects construction, gestion, s'assurer qu'il y a des experts. Mais je pense, et bien sûr aussi au niveau de modèles financiers, et là, ce qu'on a vu d'expérience dans d'autres pays, c'est très important qu'il y a des engagements fermes au niveau de fournissant, comment ça se dit en anglais, fournir le gaz, des engagements fermes, qu'il y a une capacité ferme au niveau des volumes de gaz, au niveau de fourniture, mais aussi de consommation. Parce que ce genre de projet, ça ne peut que marcher s'il y a une visibilité sur le long terme, sur la consommation, sur le volume de gaz qui va se passer par les pipelines. Alors, au niveau des gouvernements, les gouvernements qui vont fournir le gaz, les gouvernements qui vont consommer le gaz, là, il faut qu'il y ait des engagements fermes. Puis,
ce qui est très très important et ce qu'on a vu dans beaucoup d'exemples, s'il y a des projets qui sont frontaliers, merci. Le plus important, qu'il y ait un intérêt clair pour tous les pays où le pipeline passe. Et c'est l'intérêt, il est clairement économique. Alors, s'il y a un pipeline qui passe et un des pays, elle n'est pas, soit elle n'est pas là pour fournir pour le gaz ou il ne consomme pas le gaz, ben, ils doivent avoir un intérêt fiscal qu'elle gagne quelque chose pour que le pipeline elle peut passer sur son territoire. Et pour cela, je pense que c'est très important d'avoir aussi la réflexion des financiers. C'est qu'il faut avoir pas seulement les garanties au niveau de volume, mais il faut aussi avoir les garanties en cas de défaut. Et là, je reviens à nouveau au niveau de l'intérêt des différents pays, et c'est un intérêt économique, c'est que les financiers ils vont attendre en cas de défaut d'un des pays, et ça peut être un cas de défaut par des événements hors de son contrôle. Et malheureusement, dans la région, on connaît tous les risques de terrorisme, par exemple, mais il y a aussi des risques de nationalisation. Alors, au niveau des prêteurs, les financiers, il faut être sûr qu'au moment qu'un tel événement se passe, qu'il y a des garanties que les montants financiers ils sont remboursés. Alors ça, on a vu par exemple, on l'a vu ici sur le pipeline entre le Cameroun et le Tchad. On l'a vu, on est en train de monter un projet de transmission d'électricité entre le Zambie et le Congo. Ben, ces pays, pour que ces projets peuvent être financés, ils donnent des garanties fermes aux financiers pour qu'en cas de défaut, ils vont rembourser les coûts du projet. Bien sûr, on n'attend pas que ça se passe, mais quelque part, on ne peut pas attendre à des financiers internationaux qui prennent le risque de nationalisation, ils prennent le risque de terrorisme. Bien sûr, par exemple, au niveau des risques de terrorisme, il y a des assurances qui existent. Entre autres, la Banque mondiale, à travers de MIGA, on peut mobiliser des assurances de risques politiques. Tout ça, ça doit être dans le mix pour que ces projets puissent travailler. Et notre expérience dans d'autres pays, dans d'autres régions, il applique tous ces principes pour que c'est faisable. Merci. Allez-y, vous voulez compléter? Allez-y. Bien, merci madame. Je suis Jean-Jacques Ikama du Congo. Bien, alors vous nous demandez des exemples de par le monde, des projets réussis. Je pense que madame, ce qui est important, ce n'est pas forcément les modèles. Les modèles, il en existe beaucoup. Ce qui importe, c'est aux promoteurs du projet d'analyser ces problèmes particuliers et d'élaborer des solutions qui conviennent, bien sûr, en s'inspirant de ce qui regarde de ça et là, enfin de part et d'autre, comment ça a été résolu par les autres. Vous savez comme moi que l'Afrique est un continent qui est en réalité un enchevêtrement, un agencement complexe de paradoxes, de grands paradoxes. Vous avez un pays qui, après avoir dit que c'est un pays très riche, non, un continent riche, en ressources naturelles stratégiques, je dis bien stratégiques, on n'a pas du mal à les écouler, et nous en avons beaucoup. On parle des scandales géologiques en Afrique. Après avoir dit ça, on dit l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent pauvre. Tout de suite après, on se retrouve à l'opposé de cette affirmation. On dit l'Afrique est un continent très proche et très pauvre. Il manque tout. Il manque des capitaux, il manque de l'eau, il manque de l'énergie, il manque de la nourriture, il manque la santé. Pour tout dire, il y manque la vie. Ce n'est pas en s'inspirant des exemples des autres qui n'ont pas ces particularités que nous allons réussir. Déjà, lorsque nous parlons du CAPS, le CAPS est un projet, comme tout autre projet dans notre contexte, il se trouve à l'intersection des actions de 4 entités. Vous avez le politique, vous avez les techniciens, vous avez les investisseurs et vous avez les apporteurs de financement. Et depuis le début de cette conférence, on insiste sur le financement du projet qui est un grand problème, un grand défi à relever.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un projet soit bancable? Vous l'avez dit, madame, l'un des éléments fondamentaux pour que les apporteurs de financement acceptent de venir, d'apporter de l'argent, de mettre leur argent à disposition pour nous permettre de développer le projet, c'est la bancabilité. Donc, ces personnes-là sont froides, glacées. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas ce que nous autres Africains voulons bien, la compassion et autres. Non. Vous devez répondre à des critères bien définis, bien établis. Est-ce que le projet est bancable? Ça résume tout. Sinon, ils ne nous suivent pas. Mais pour arriver à la bancabilité, regardons le politique. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse? Lui, quel est le rôle qu'il joue? Le politique, c'est un visionnaire. Il a une vision, c'est aussi un séducteur. Mais il a la décision. Et à côté du politique, vous avez les techniciens, nous autres économistes, juristes, ingénieurs et autres. Et en ce moment-là, on n'est pas aussi froid que l'apporteur de glacé, comme l'apporteur de financement, mais nous sommes un peu froids quand même, parce que nous avons des règles à respecter, à faire respecter. Ici, on recherche quoi? La faisabilité technique, économique, la matérialité, la réalité. On passe du rêve, la vision, mais ici, il faut déjà commencer à concrétiser ce rêve. Et il y a des règles qu'il faut respecter. Et le troisième groupe, ou quatrième groupe, je crois, dans l'ordre, ce sont les investisseurs. Eux aussi, ils sont, pour obtenir le langage courant, ils sont carrés. Ils recherchent quoi? La sécurité des investissements, la rentabilité qui doit être de mise pour nous suivre. Jusque-là, depuis le premier jour, nous avons tenu un discours. Il est encore politique. Il y a une prédominance politique dans notre discours. Il faudrait qu'on puisse également migrer vers la sphère technique, aborder les préoccupations des investisseurs et, en fin de compte, celui des apporteurs de financement. Mais sinon, ça va être difficile. Vous savez, madame, bon, je vais peut-être aller, nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais le projet est complexe, très complexe, pour certains irréalisable, mais ils n'ont certainement pas tort. Parce que quelqu'un avait dit que le pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Il n'y croit pas parce qu'il ne comprend rien. Non, c'est parce qu'il comprend tout. Il sait que dans ce cadre-là, rien n'est possible d'être fait. Ce qui distingue l'optimiste du pessimiste, c'est qu'il a une vue plus large. Il sort du contexte pour trouver des solutions. Alors, nous vous y invitons à y aller, madame. C'était mon mot introductif. J'en ai terminé. Merci. Merci, monsieur Mbogo. Merci. Je vais peut-être un peu recentrer le sujet par rapport à l'institution que je représente. Et permettez-moi à cet effet tout d'abord de corriger aussi le titre et la fonction qui m'ont été donnés tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que je m'étais déjà présenté hier comme commissaire en charge du département du marché commun à la commission de la CEMAC. On m'a présenté comme directeur général de DMC. Peut-être que c'est une de mes futures fonctions, mais ça ne l'est pas encore. Mais je ne voudrais pas que ça brouille le message vis-à-vis donc des différents participants et surtout vis-à-vis de mon employeur qui m'a envoyé ici. Merci. Non, je voudrais juste dire que la question du financement des projets d'infrastructure communautaire est centrale aujourd'hui dans la vision de développement de la CEMAC. Comme cela a été évoqué depuis hier, les besoins de nos populations sont énormes parce qu'il manque quasiment tout dans notre sous-région. Je n'ose pas parler de l'Afrique centrale de façon générale, mais quand je parlerai d'Afrique centrale, je me réduirai aux 6 pays qui constituent la CEMAC et non pas de l'espace communautaire plus long, plus grand qui est celui de la CEAC. Donc je parlais du fort besoin des populations. Je parle également du coût exorbitant des infrastructures, des difficultés de nos États qui ont été exacerbées depuis 2014-2015 par une forte crise financière à laquelle a suivi le Covid-19 et maintenant les répercussions
sur nos économies donc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous rajoutez à cela l'insuffisance de ressources budgétaires des États et en ce qui concerne le financement de la CEMAC, la faiblesse de notre principale ressource qui est la taxe communautaire d'intégration. Tout cela nous amène, nous, aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, à pouvoir rechercher des nouveaux modes de financement alternatifs et innovants. Et c'est dans ce cadre, notamment, que pour financer beaucoup d'infrastructures qui permettent de faciliter le transport, le transit, qui permettent de mutualiser un peu les efforts des États dans de nombreux domaines sectoriels. La commission de la CEMAC a essayé aujourd'hui donc de changer de paradigme pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Parmi ces différents projets en cours, je pourrais citer quelques-uns. Il y a la construction des postes de contrôle juxtaposés au niveau de certaines frontières. Si vous voulez, c'est un espace commun qui est partagé par l'administration de plusieurs pays dans le but de faciliter le transport, faciliter le transit des populations d'un pays à un autre, parce qu'on y regroupera donc les administrations de deux pays en un même espace. Nous avons tenu au mois de juillet une rencontre avec le secteur privé dans le but justement de mieux impliquer le secteur privé aux différentes démarches qui sont aujourd'hui les nôtres, parce que nous avons constaté que, c'est ce que vient de dire mon précédent intervenant, le discours reste souvent très politique. Au niveau de la commission de la CEMAC, c'est de la réglementation à laquelle on n'associe pas toujours forcément, au-delà des États, au niveau sectoriel, les spécialistes de certaines questions qui nous permettraient d'aller de l'avant. Nous prévoyons d'organiser à la fin de ce mois à Paris, justement, une table ronde de bailleurs de fonds pour rechercher et lever des fonds pour financer un certain nombre de projets intégrateurs, au nombre desquels il y a d'ailleurs un projet qui se rapporte à l'énergie. Tout cela se chiffre à pratiquement 9 milliards d'euros. Vous voyez que le montant est important. Vous voyez que dans tout ce que je dis, on a une forte ambition qui est aujourd'hui donc de diversifier les sources de financement en mettant un accent particulier sur les ressources propres des États, sur les ressources concessionnelles et notamment sur les PPP. Ça me ramène à la question donc de la bancabilité, mais je voudrais aussi, avant cela, parler un peu, donc, parce que c'est une vision politique commune dans laquelle doit pouvoir s'insérer le projet CAPS. Sur les hautes instructions des chefs d'État de la CEMAC, il a été adopté en début d'année ce qu'on appelle la stratégie d'import-substitution des produits du cru. Le but est de pouvoir atténuer l'impact de l'importation d'un certain nombre de produits sur les réserves de change de la CEMAC. Pourquoi j'en parle? C'est parce que tout simplement, la question qui nous concerne, celle des hydrocarbures, y figure également. Mais vous me permettrez de faire un petit commentaire parce que, sans aller vraiment dans les détails, je crois quand même qu'il est important aussi donc, de relever que, de façon générale, dans notre sous-région, nous avons d'énormes déperditions de ressources financières du fait tout simplement que même pour ceux dont on dispose en abondance, certains intervenants l'ont dit avant moi, aujourd'hui nous nous retrouvons à dépenser des sommes énormes pour pouvoir importer, y compris des produits alimentaires qui viennent d'ailleurs. Je pense notamment aux poissons, alors que beaucoup de pays ont une façade maritime ou ont des fleuves. Je ne vous raconterai pas ce qui m'a été dit un jour sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kintélé, où le conducteur de la vedette qui nous conduisait disait qu'ici, les poissons meurent de vieillesse parce que personne ne les pêche. Je ne vous parlerai pas du riz, parce qu'aujourd'hui, le riz est cultivé aussi un peu quasiment dans tous nos pays, mais nous continuons à importer énormément de quantités de riz. Je ne voudrais pas citer certains pays, sinon le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, bon, vous voudrez peut-être si je dis que la viande vient du Brésil ou d'Argentine, alors qu'il y a plus de 100 millions de têtes de bétail au niveau donc, du Tchad et qu'on pourrait trouver des mécanismes. Je le cite tout simplement pour dire que tous ces produits dont je viens de parler, mais en plus les hydrocarbures constituent donc des sorties d'argent massives qui auraient pu permettre déjà, je crois, de constituer un petit fonds et de lever des ressources.
Pour parler des hydrocarbures en particulier, en 2018, on estimait que la CEMAC, prise dans sa globalité, dépensait à peu près 3 000 milliards de francs CFA pour importer des produits en hydrocarbures ou dérivés. Parmi tout cela, donc, il y a le Cameroun qui en constitue une grande part, mais je crois que tous nos pays également importent énormément de produits pétroliers et toutes ces ressources-là pourraient servir justement à financer globalement des projets d'infrastructures tels que le CAPS. Je vous parlais de la stratégie d'import-substitution qui est aujourd'hui en cours de mise en œuvre au niveau de la CEMAC. Pour en revenir à la question de la bancabilité, aujourd'hui, même si, comme je le disais hier, pour moi, il faut laisser le business au business. Le politique doit pouvoir donner l'onction. Mais il y a un moment donné où il va falloir que l'ingénierie financière, que le secteur privé puisse s'approprier davantage un secteur qu'il maîtrise. Mais il est important d'avoir l'onction politique. On peut dire aujourd'hui qu'avec cette stratégie d'import-substitution dont je parle, l'onction politique existe déjà, y compris donc, pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions dans le secteur des hydrocarbures et pour profiter donc de cette impulsion politique qui est donnée au plus haut niveau des États, au niveau des 6 États. Ça peut renforcer peut-être aussi la bancabilité du projet parce qu'il y a un fort engagement politique qui existe déjà et qui peut être capitalisé. Merci. Merci à vous. Il y a M. Kbikan qui voudrait intervenir. Merci beaucoup. Je me permets simplement, pour votre information, nous avons 10 questions et nous sommes à la première. D'accord, bien sûr. Moi, je vais un peu recentrer le débat parce que on rentre un peu trop dans le vif du sujet sur les aspects techniques, alors que les partenariats publics et privés, c'est globalement 2 acteurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics et puis le privé qui accompagne. Mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur le rôle donc, des pouvoirs publics, c'est-à-dire ceux qui ont les prérogatives de formuler les projets, de manière à ce qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit véritablement en Afrique, notamment dans la sous-région. Pendant plusieurs années, on a été confronté à des programmes qui ont tous été axés sur ce qu'on appelle la réduction de la pauvreté, jusqu'à ce que certains États, je vais parler surtout de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et même du Sud, ont compris véritablement de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a souvent vu le développement sous l'angle des obstacles, des défis à surmonter plutôt que la création de richesses. Je vous donne un exemple simple. Quand on prend le secteur énergétique au Tchad, par exemple, on parle souvent de l'accès à l'électricité à hauteur de 6%. Et donc, il faut se battre pour arriver à 7, 8, 9, etc. Mais on peut changer la chose d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a la possibilité de donner de l'électricité à 94% des populations tchadiennes. Cela signifie quoi? Qu'avec l'accès à l'électricité pour 94%, on peut imaginer l'ensemble des choses à faire, c'est-à-dire les activités économiques, en sachant quel est le potentiel du Tchad, surtout dans les zones rurales où la population est constituée à 80%. Ce n'est pas que la production, c'est la transformation. Surtout les défis aujourd'hui auxquels le Tchad est confronté en matière alimentaire, notamment sécurité alimentaire, on peut imaginer ça. Donc le véritable logiciel à réviser, c'est celui de la réduction de la pauvreté qui ne s'y est plus du tout. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, on va vous parler de Sénégal émergent. On ne parle pas de démarches qui tendent à réduire la pauvreté et on ne réduira jamais la pauvreté, mais beaucoup plus de la création de richesses qui permet de pallier à l'ensemble des problèmes. Vous allez au Bénin, on vous parlera également du Bénin révélé et en très peu de temps, il y a eu énormément d'infrastructures qui ont été mises en œuvre à la fois avec le public et le privé. Mais moi, j'ai remarqué qu'en Afrique centrale, on continue toujours de pleurnicher sur la pauvreté et c'est en fait un logiciel de mendicité qu'il faudra véritablement réviser. Donc ça, c'est un rôle
surtout une volonté politique sur laquelle il faut s'atteler. Et quand je dis volonté politique, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est surtout des défis institutionnels à relever. C'est une faiblesse des capacités donc, des administrations sectorielles qui ont en charge le développement. C'est aussi, je dirais, un ensemble de cadres de liberté économique qu'il faut redéfinir pour que simplement le privé puisse accompagner véritablement le développement. Je vais également un peu plus loin. Donc dans cette analyse, c'est quand vous voyez comment c'est segmenté tout ce qui peut être pan en matière de développement et des ministères qui ne communiquent pas, alors qu'en réalité, le développement doit être une sorte d'action de transversalité. Donc, il y a beaucoup de choses à voir avant de parler de rentabilité, de business plan, etc. Donc, ça, c'est vraiment la base. Je vais encore, un dernier point, excusez-moi, c'est surtout sur les faiblesses des actions de coopération. Vous êtes dans une région, aujourd'hui, quand on sait qu'à la base, c'est quand même avant tout un continent des peuples, vous ne saurez pas si vous allez à pied, quand est-ce que vous traversez d'un pays à un autre une frontière. Mais vous avez quand même des commissions mixtes qui sont mises en place, sauf qu'en termes d'efficacité, en termes d'action, rien ne se fait. Donc ça, c'est des points vraiment sur lesquels il faut attirer l'attention et qu'aujourd'hui, honnêtement, en Afrique centrale, les ressources y sont et il faut rêver. Il faut avoir de l'ambition, il faut parler de création de richesse. Merci. Ensuite, je reviendrai sur d'autres points, c'est-à-dire sur le cadre général des PPP, le rôle que peut jouer le FAGAS, puisque je représente cette institution, la disponibilité des ressources financières, parce qu'il y en a, et également quelques expériences qui permettront d'illustrer un peu plus la mission de FAGAS, du Fonds d'appui, du Fonds africain de garantie de coopération économique en France. Merci beaucoup. Alors, merci. Monsieur le directeur général de la douane. Merci. Merci d'abord aux organisateurs de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. En fait, en parlant d'expérience, j'ai passé 2 ans et demi entre l'Éthiopie et le Djibouti. Il y a un projet, le port pétrolier de Doralé à Djibouti. C'est un exemple parfait d'un projet transfrontalier. Le Djibouti n'a pas de ressources pétrolières avérées jusqu'à aujourd'hui, mais tous les produits pétroliers utilisés par l'Éthiopie passent par le port de Djibouti. Donc, ils ont initié un projet de pipeline opéré aujourd'hui par Somajec et par LIM. Mais c'est un projet intégrateur et tous les acteurs de la vie économique de ces 2 pays, du Djibouti et de l'Éthiopie, participent. Le défaut aujourd'hui de l'Afrique centrale, c'est qu'on se réunit, les États interviennent, ils signent des conventions de financement à Brexim, à SFI, la Banque mondiale. Mais nous avons des agents, des douaniers par exemple, qui ne comprennent rien à rien, qui pensent à l'aspect répressif. Oui, vous n'avez pas respecté un tel engagement, vous n'avez pas respecté le délai, c'est des sanctions qui s'en suivent. Le capital humain des exécutants doit suivre les visions et les grands projets. Les CABEF le projet Afrique centrale aujourd'hui des connexions énergétiques entre les États peut démarrer. Récemment, le Tchad a connu une pénurie des carburants. Avec le DG de la SHT, nous avons passé plus de 2 semaines à convaincre les douaniers camerounais de nous donner des facilités, d'accorder des facilités de transit. Or, nous sommes dans une communauté économique et monétaire. Les lois sont les mêmes, mais chaque pays, au nom d'une souveraineté, a ses propres lois intérieures qui empêchent et qui créent des goulots d'étranglement. Et tous ces projets que nous projetons, et tous ces grands projets, tant qu'il n'y a pas une harmonisation des lois fiscales, des lois douanières, et surtout tant que les agents ne sont pas formés et ils ont la même vision et ils comprennent les projets, on ne peut pas réussir. On parle d'infrastructures de transport. Aujourd'hui, le corridor Tchad-Cameroun ou bien Douala-Djamena, Douala-Kirbi, c'est le corridor le plus cher au monde. On ne peut pas parler d'un projet intégrateur
tant qu'on ne met pas des infrastructures de désenclavement, et éduquer et sensibiliser tous les acteurs, du port jusqu'au pays de destination, du port vers le site des différents projets que nous projetons de mettre en place pour réduire la pauvreté et pour dire tout à l'heure, le DG de la SHT parlait des normes ISO, les lois existent, nos États ont paraphé les lois, les chefs d'État les ont validées, ça ne sert à rien que chaque État crée ses propres lois pour tirer vers le bas tous les grands projets intégrateurs. Par exemple, quand je prends les opérateurs et les sous-traitants pétroliers chinois, en 2005, quand CNPC s'est installé au Tchad, ils étaient une quarantaine. Aujourd'hui, ils ne sont que 5 ou 6. Ils sont tous partis, non pas parce que le potentiel énergétique du Tchad a diminué, non, parce qu'ils ont fui les tracasseries. Donc, il y a un véritable travail de sensibilisation, de formation, de renforcement du capital humain est nécessaire avant de parler de tous ces grands projets et de son financement. Merci. Alors, merci. Merci aux différents intervenants. On a bien entendu qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut éduquer, sensibiliser les acteurs, il faut une réelle volonté politique de nos dirigeants. J'aimerais simplement, pour clore cette première question, m'adresser à M. Mbogo. Vous avez été directeur général de banque, vous avez été ministre des Finances, et aujourd'hui vous êtes à la CEMAC, ce qui vous permet un peu de voir, d'avoir un aperçu sur ce qui se passe dans la région de l'Afrique centrale. Est-ce que les États sont conscients des difficultés, ou du moins du retard économique que la sous-région accuse et qui est lié aux difficultés des transferts des biens, aux difficultés des transferts, de circulation des personnes des différents pays issus de cette même communauté? Et s'ils en sont conscients, ce que je pense, qu'est-ce qui est en train d'être réellement fait et sur lesquels nous pouvons espérer peut-être dans les prochains mois, prochaines années, avoir en fait une réponse appropriée à ce que je viens de citer. Vaste sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de vision, je pense que la vision, elle est claire. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une communauté économique et monétaire qui aujourd'hui dispose, je pense, de suffisamment de réglementation, y compris sur les aspects que relevait tout à l'heure le DG de la douane, de réglementation communautaire, notamment sur les douanes, une harmonisation fiscale qui continue à se faire. Mais le problème de notre communauté, souvent, ce n'est pas les textes, c'est très souvent, hélas, les hommes. Et c'est très souvent, hélas aussi, cette question de souveraineté qui a, pendant longtemps, qui continue peut-être jusqu'aujourd'hui, à faire que ce vœu que nous avons d'avoir une libre circulation intégrale des personnes, des biens, des services, des capitaux, n'entre pas encore véritablement en œuvre. Au niveau de la commission de la CEMAC, nous y travaillons. Et je peux vous dire que dans ce but-là, un certain nombre d'instruments ont été mis sur pied. Je vous parlais tout à l'heure donc de la construction des postes de contrôle juxtaposés qui doivent permettre donc au niveau de nos frontières d'avoir sur un même espace tous les services administratifs de 2 ou de 3 pays pour faciliter justement le transit et le transport dans certains pays. Nous voulons aujourd'hui le mettre en œuvre sur le mode PPP. Nous sommes en train donc de mettre en place une brigade de contrôle CEMAC, parce que cela n'a pas été dit, mais il y a d'énormes tracasseries sur le corridor Douala-N'Djamena, mais c'est valable aussi sur le corridor Douala-Libreville, Douala-Malabo, Douala-Brazzaville. Parce que tout simplement, on a des officiers de police ou d'autres services qui n'ont pratiquement rien à faire du vœu des chefs d'État ou du vœu de la commission de la CEMAC de fluidifier les transports, parce que tout simplement, parfois, c'est des intérêts personnels qui sont mis en avant. Je peux vous rassurer que nous y travaillons.
Mais cela ne peut pas se faire seul. Au niveau de la Commission, on peut avoir tous les textes, mais nous travaillons d'abord avec les États. Et il va falloir que cette vision-là, qui est d'ailleurs déclinée par les chefs d'État, soit appliquée aussi au niveau donc, des États par ceux qui sont les parties prenantes, à savoir donc, les fonctionnaires de l'administration, que ce soit des services de douane, que ce soit des services d'immigration, que ce soit des services douaniers, pour que ce ne soit pas seulement une ambition, mais une réalité pour nos populations. Parce que nous le subissons tous aujourd'hui, avec le passeport biométrique qui a été uniformisé dans l'espace commun. Il n'y a normalement plus de tracasseries au niveau des aéroports. Il y a quelques années avant, c'était encore difficile de se rendre dans certains pays de la CEMAC avec un passeport. Aujourd'hui, avec le passeport biométrique, c'est une question qui est réglée. Mais quand vous voulez voyager par la route, c'est un vrai calvaire, c'est un vrai parcours du combattant. Et ça, il y a encore quelques efforts qui restent à faire. Je ne sais pas si j'ai bien cerné votre question et si c'est la réponse à laquelle vous vous y attendiez. Merci. Merci. C'est vrai que si on regarde en Afrique centrale, si on regarde bien, nous avons les meilleurs textes qui existent. Et effectivement, le problème, c'est l'applicabilité de ces textes-là. Et aussi, de temps en temps, il se pose des problèmes de souveraineté au détriment des textes qui ont été mis en place. Nous savons également que nos États ont ratifié pratiquement tous les traités et les textes internationaux qui existent également en matière de libre circulation des biens et des personnes. Mais leur applicabilité pose toujours problème et cela, effectivement, contribue à ralentir, freiner le développement de nos États. Et nous comptons vraiment sur des organisations transnationales comme les vôtres, ou du moins les organisations comme le FAGAS, qui va continuer aussi à faire quelque part les plaidoyers dans les différents échanges, parce que vous savez que vous avez les moyens, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir interagir avec les dirigeants et peut-être trouver des moyens de trouver une solution, remédier définitivement à cette question-là. Il y a également, par exemple, la solution de la digitalisation. Peut-être qu'il faut finalement tout digitaliser, comme cela se fait en Europe, pour éviter les contacts entre les hommes, qui est également un vecteur de corruption ou de ce que vous voulez. Vous n'avez pas voulu prononcer le mot tout à l'heure, mais je pense que c'est ça quand vous avez parlé d'intérêt personnel. Monsieur le directeur général de la douane voulait peut-être ajouter quelque chose. Et on va conclure sur cette première question. Monsieur le ministre, en fait, en parlant des textes, les constats que moi j'ai commencé ma carrière avec le projet Pipeline. Jeune stagiaire, j'ai vu venir les cargaisons, les pipes se construire et après accompagner certains pétroliers et parapétroliers. La grosse difficulté que nous rencontrons, c'est que chaque pétrolier qui vient au Tchad a un statut fiscal différent de l'autre. Il n'y a pas de texte harmonisé sur la fiscalité pétrolière, minière, où les gars viennent adhérer et créer faciliter la compréhension aux acteurs de terrain que nous sommes. Donc, je prends par exemple toujours l'exemple de Djibouti pour parler de digitalisation, de dématérialisation. J'ai passé 2 ans et demi, je n'ai pas vu un douanier devant moi. Tout est en ligne. Les textes sont faits, la SADC a adopté le texte, tous les États ont adhéré, les services des douanes, des impôts, des transports, chacun sait faire sa tâche quand l'opérateur se présente. Donc moi, je pense que la CEMAC doit un peu revoir sa copie, privilégier la digitalisation, à renforcer les capacités humaines de ceux qui interviennent tout au long du corridor pour matérialiser la vision monétaire et économique de la région. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes, surtout pour la pertinence de vos interventions. Nous allons passer à la prochaine question. Alors, dans le cadre du CAPS,
qui est effectivement un projet transfrontalier. Comment le structurer afin de démontrer qu'il existe un mécanisme approprié de transfert des risques entre les gouvernements et le partenaire privé, entre le partenaire privé et le sous-contractant. Merci, allez-y. Bonjour à tous. Déjà, avant de répondre à la question, Madame la modératrice, j'aimerais faire une petite précision. Le public a certainement constaté que l'image qui a été projetée et la personne qui est sur le panel est différente. Donc, je représente Maître Linda Madagana, Managing Partner du cabinet AEP. Elle n'a pas pu être des nôtres ce matin pour un imprévu. Elle vous présente ses excuses. Et moi, je suis Maître Élise Ngognobe, Off Counsel, avocat au barreau du Cameroun, Off Counsel au cabinet AEP. Donc, pour répondre à votre question par rapport à la structuration idéale qui peut être mise en place dans le cadre du projet CAPS pour pouvoir garantir le mécanisme de transfert des risques entre la partie publique et la partie privée. Comme tout PPP, le projet CAPS est sujet à plusieurs risques, les risques politiques, environnementaux, fiscaux, de tout ordre. Maintenant, la proposition de solution qu'on pourrait faire pour la structuration du transfert des risques serait déjà en amont dans le cadre des études de faisabilité préalables qui seraient faites, qu'on puisse identifier de manière précise les différents risques auxquels le projet CAPS peut être sujet, parce que c'est un projet, comme on l'a dit depuis les travaux depuis hier, c'est un projet qui va intéresser plus de 11 pays parties prenantes, notamment les pays de la CEMAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Burundi, Angola. Donc, compte tenu de l'intervention de ces 11 pays, les risques sont assez cruciaux. Donc, il est important que les études de faisabilité puissent identifier les risques de manière précise et proposer des recommandations, des solutions par rapport à ces risques-là. Ça, c'est en amont. Ensuite, une autre proposition juridique serait, au moment de la rédaction des clauses, des accords, du contrat en lui-même, qu'il existe, avec l'appui des experts juridiques, financiers, fiscaux et autres, des clauses contractuelles claires dans le contrat de PPP en lui-même, dans lequel on présente le mécanisme de transfert de ces risques-là, parce que le partenaire privé qui, certes, a la charge de la réalisation du projet en lui-même, ne peut pas porter tous les risques. Donc, il est important que les clauses du contrat puissent expressément dire quel risque va être porté par la partie privée et par la partie publique. Donc, pour résumer la proposition de réponse, étude de faisabilité préalable qui identifie tous les risques à toutes les phases du projet, et ensuite, au moment de rédiger le PPP, que les clauses contractuelles puissent expressément identifier la partie au contrat qui va supporter le risque pendant toute la phase du projet. Voilà une proposition de réponse. Merci, maître. Allez-y, monsieur. Merci maître. Je pense que c'est un point important que maître a énoncé. Et souvent, quand on parcourt ces genres de projets, on se rend compte que ce n'est que la partie magnifique qui est présentée, alors qu'en réalité, donc, le fait véritablement de formuler les risques qui sont liés au projet contribue à sa connaissance et permet aux acteurs donc, qui sont spécialisés dans la gestion des risques également d'intervenir. Je vais dire, au-delà de ce qu'il y a comme risque qu'on connaît, vous avez aussi des risques qui sont professionnels. C'est-à-dire que vous lancez ce type de projet, mais si vous n'avez pas la ressource humaine compétente, sachez déjà que c'est un risque et trouvez également les moyens qui permettent de mitiguer ce risque. Ça peut être l'apport de compétences techniques adaptées,
puisque vous aurez toujours une lecture donc, de ce projet par les partenaires financiers qui peuvent y contribuer. Par exemple, au niveau du FAGAS, vous avez le principal instrument donc, de risque, c'est en fait les garanties financières. Mais quand vous prenez également d'autres partenaires, les risques peuvent couvrir également tout ce qui peut intervenir en termes politiques, comme l'instabilité, etc. Vous avez aussi des partenaires qui interviennent sur les risques économiques et surtout les défaillances des États, parce que nos États ne sont pas toujours fiables. Et à un moment, ces partenaires interviennent pour corriger à la limite le défaut ou le préjudice subi s'agissant donc des problèmes qui sont liés avec le respect des engagements pris par les États. Vous avez également des risques aujourd'hui qui sont des risques à prendre en compte, qui sont surtout des risques environnementaux, puisque des fois, on peut ne pas forcément prévoir qu'il y ait une inondation, un tremblement de terre, etc. Et il y a également des outils qui permettent donc de pallier à ces risques. Merci. Ok. Alors, merci. Je vous disais tout à l'heure que nous avons beaucoup de questions qui nous restent. Mais dans vos différentes interventions, il est arrivé que vous avez touché certains aspects, certains points des questions que j'ai encore à ma disposition et qui ne vous ont pas, encore été posées. Et vous savez que nous sommes vendredi aussi, et c'est bientôt l'heure de la prière. Et je l'avais annoncé dans mon introduction que nous allons interagir avec le public. Donc je propose que nous repartons vers le public, que nous prenions 3 questions. Et j'aimerais bien qu'en posant votre question, que vous adressiez à la personne à laquelle vous vouliez poser la question. Et on va répondre d'abord aux 3 questions et en fonction du temps, nous verrons si nous allons reprendre une autre série de 3 questions ou pas. Merci. La parole est au public. Bon, c'est 13 heures normalement. On va le temps d'aller faire les informations et tout ça. Il faut y être un peu avant. Donc, dans une heure, en général, il faut être déjà sur place. Bonjour à tous. Je remercie les différents panélistes. Le thème présenté était très attractif, notamment la question donc, de la mise en œuvre des infrastructures en Afrique centrale, notamment le projet CAPS, en modèle PPP. Une demi-heure après, nous sommes restés sur notre faim. On aurait préféré au moins qu'on nous dise exactement sur ce projet, dans la mise en œuvre, sur les partenariats, sur la question des financements, comment est-ce que le secteur privé de l'Afrique centrale ou internationale pouvait participer, et à la question de mise en œuvre, quelles pourraient être des difficultés qu'on aurait anticipées aujourd'hui et qu'on peut traiter. Et en ce moment, ça permettrait au sortir d'avoir au moins des éléments sur lesquels les décideurs ou tout l'écosystème du business pourraient vraiment davantage porter intérêt sur ce projet. Je pense que là, nous restons encore beaucoup sur des aspects des généralités et quelques difficultés de tous les jours. Et compte tenu du fait que le temps est court, si on peut recentrer les débats, ça aiderait au public d'avoir une meilleure compréhension des choses. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais simplement que vous posiez votre question. Si vous avez une préoccupation en particulier, vous pouvez toujours la poser. On a bien noté votre commentaire, par contre. Oui, alors je pense on prendra plus sous l'angle de contribution, dans le sens de recentrer les débats et d'être plus efficace pour permettre une meilleure compréhension des choses. Parce que les attentes sont grandes en fait. Et on parle déjà des éléments que tout le monde sait, la question des textes de loi qui existent, les difficultés de mise en œuvre. Donc nous sommes restés sur la généralité. Mais si vraiment on peut prendre le cas du CAPS comme évoqué dans le thème, et en termes de mise en œuvre, quelle pourrait être vraiment. Merci beaucoup. La personne suivante, s'il vous plaît.
Donnons la parole à madame, là devant. Bonjour à toute l'assistance et merci. Je suis Marie-Claire Ngono, directrice de publication de Toumaï Magazine et CEO de l'agence de communication. Je viens du Cameroun. Tout en vous remerciant pour vos brillants échanges, chers panélistes, j'aimerais, s'il vous plaît, en quelques lignes, savoir quelles sont effectivement les différentes phases d'implémentation du projet CAPS. Je vous remercie. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis M. Teki, le DG de la SCDP. Et je voudrais dire l'intérêt de ce projet pour l'Afrique centrale étant opérationnel et sachant les besoins qui sont les nôtres sur ce genre de dispositif, à savoir le transport massif des produits pétroliers. Mais ma crainte, c'est qu'on n'ait pas abordé les aspects susceptibles de freiner ce projet. Je veux dire, on a un vécu en Afrique centrale, des projets qui ont été faits en PPP. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de dessiner ce projet ont pris le soin de voir ce qui n'a pas marché pour qu'en allant vers ce projet, on ne puisse pas être confronté aux mêmes difficultés? Alors, je ne sais pas si l'expérience des uns et des autres, notamment ceux qui ont eu l'occasion de conduire ces projets en Afrique de l'Ouest, peuvent nous dire, par rapport à ce qui a été fait, comment est-ce qu'eux, ils ont pu éviter ces problèmes. Parce que là, on parle jusqu'ici d'un projet qui concernait 2 pays. Nous sommes en train de parler d'un projet qui va concerner, quand on prend la CEMAC, au moins 6 pays et au-delà même de la CEMAC, 11 pays. Avec un pipe qui va contenir du produit appartenant à plusieurs États et à plusieurs propriétaires à l'intérieur de ce pipe. Est-ce que vraiment c'est des aspects qu'on a pris en compte et qui vont nous permettre d'éviter, je veux dire, les situations qu'on vit aujourd'hui? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'on les connaît tous. Merci. Merci aux 3 intervenants. Le premier intervenant, c'était plutôt fait un commentaire. Nous avons bien noté, mais la généralité est également importante. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des points spécifiques sur lesquels nous reviendrons au fur et à mesure que nous prendrons les questions. Alors j'aimerais revenir vers nos chers panélistes et leur demander de répondre vraiment de manière assez concise et assez courte pour nous permettre de reprendre une autre série de 3 questions. Donc nous allons commencer par la question de Madame la directrice du journal Toumaï, magazine Toumaï, c'est ça? Qui voudrait savoir les différentes étapes du projet CAPS. Bonjour, je veux bien essayer de vous donner un résumé des étapes qu'on connaît hors de notre expérience. Je pense, premièrement, ça commence avec la définition du projet. C'est le point principal. Et je pense que toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, ils se sont focalisés sur la définition du projet et comment y arriver. Deuxièmement, une fois qu'on a défini le projet, et cette définition de projet, ça veut dire qui sont les pays qui vont participer, c'est quoi le volume dont on parle et c'est quoi le schéma ou le trajet du pipeline qu'on souhaite d'obtenir. En fonction de ça, il faut qu'on fasse une étude de préfaisabilité qui va être voir c'est quoi les éléments environnementaux, juridiques, financiers, techniques qu'on doit prendre en compte. Puis on a l'étude de faisabilité. Une fois que tout ça a été conclu, on peut passer au financement, puis construction et gestion. Mais la raison pour laquelle on a resté un peu sur le point de définition, c'est parce que, comme la plupart des participants du panel, ils ont indiqué, il y a encore beaucoup des éléments inconnus et sur lesquels il y a encore besoin de discussion, il y a encore besoin d'éducation. Parce que tout ça, même que c'est un projet très important, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont en jeu
et beaucoup de décisions à prendre. Par exemple, au niveau du partenariat, au niveau des actionnaires qui vont être les actionnaires du projet. Comment est-ce qu'on va décider au niveau de l'actionnariat du projet? Au niveau de la construction, qui va être le contractant? Quelle forme octroi de contrat on va utiliser? Alors, il y a plein de questions qui viennent en jeu. Et tout ça à décider avec beaucoup de gouvernements. Et c'est pour cela, et ça revient aussi au point du monsieur pour la première question, d'expérience pour un tel projet au stade où on est, je pense que c'est très important qu'on commence à mettre en place des champions par pays qui ont l'autorité de son gouvernement au plus haut niveau de prendre des décisions. Parce que le projet en soi est déjà très complexe, très compliqué. Alors il faut que des gouvernements participants, il dédie un champion, quelqu'un qui est reconnu, qui peut prendre des décisions, qui a aussi un cabinet avec lui qui est composé de différents participants de différents cabinets de ministre des Finances, ministre de l'Énergie, environnemental, urbanisme, et qui peut avoir un forum avec les différents champions des différents pays pour faire ces discussions de définition. Si on reste au niveau du gouvernement, chaque gouvernement a ses propres intérêts, a ses propres volontés. Il y a des élections, les gens changent. Il faut avoir des champions par pays, experts, qu'on va dédier et qu'on laisse faire leur boulot pour faire cette définition de projet. Autrement, jamais on va avancer. Merci. Oui, monsieur le ministre, allez-y. Oui, non, juste par rapport au premier intervenant qui nous demandait effectivement de recentrer. Je crois que par rapport aux objectifs du projet CAPS, j'avoue que je n'en suis pas un spécialiste, je découvre un peu depuis hier. Je voudrais partager un peu ma vision éventuellement donc, de ce que pourrait constituer ce partenariat public-privé. Selon la vocation du projet, qui peut être soit d'alimenter en gaz nos différentes sociétés qui produisent de l'électricité, ou tout simplement de livrer du gaz domestique dans les différents États, je crois qu'au niveau du secteur privé, il y a déjà la possibilité de constituer soit des consortiums, soit des entités qui pourraient être partenaires au projet. En fonction de leur taille, déjà, les sociétés d'électricité pourraient, d'une manière ou d'une autre, se regrouper, à mon sens, pour voir, parce qu'elles seraient les principaux bénéficiaires aujourd'hui de ce projet-là. Les distributeurs de produits pétroliers, et notamment de gaz aussi, doivent pouvoir, à mon sens, s'y intéresser. Il est clair que les États, pris eux-mêmes, en feraient partie, donc ce serait le volet public, mais il y a également certaines organisations ou certains démembrements de l'État qui peuvent être également des parties prenantes. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Tchad, il y a certaines agences de régulation du secteur qui sont chargées donc de réguler notamment les coûts du gaz, les coûts des produits pétroliers. Et le Tchad met beaucoup d'argent pour compenser justement le prix de ces produits-là pour éviter que le consommateur final se retrouve à payer une bouteille de gaz qui soit à des prix excessifs. Donc voir comment ces montants-là, qui sont supportés sur le budget de l'État, pourraient constituer à travers un porteur, si vous voulez, donc du projet au nom de l'État, une des parties prenantes également. Il est clair que des organisations comme la mienne, la commission de la CEMAC, pourraient veiller à ce que, sur le plan réglementaire notamment, que les différentes législations nationales soient harmonisées. Nous avons dans au moins 5 pays sur les 6 aujourd'hui des lois relatives au PPP qui ont des nuances les unes des autres. Nous avons, je le disais hier déjà, une stratégie communautaire donc, qui est en cours de mise en œuvre, qui n'est pas encore finalisée, pour harmoniser justement le cadre réglementaire des PPP. Je pense que c'est sur ça que nous devrons véritablement veiller. Nous devons aussi finaliser, c'est un projet qui est en cours, le code minier de la CEMAC. Nous avons déjà le code des douanes qui, lui, existe, qui peut être certainement amélioré, mais ça, c'est sur le plan, on va dire, institutionnel et réglementaire. Voilà quelques idées que j'évoque, peut-être en réponse à la préoccupation qu'il a évoquée tout à l'heure. Merci.
Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y, oui. Ça marche pas. Ça passe, on vous écoute, allez-y. Ça passe? Oui, allez-y. Tout à fait. Mais je ne m'entends pas. Bien, merci madame. Bon, je voudrais répondre aux préoccupations du premier intervenant qui veut du concret. Oui, vous avez cette raison parce que lorsqu'on regarde les thèmes de référence, le forum attend beaucoup de ce panel. Concrètement, vous l'avez dit madame dans votre mot introductif et nous l'avons également répété ici, la bancabilité c'est quelque chose c'est un point central. Alors, en regardant concrètement ce que nous avons écouté depuis le premier jour, aujourd'hui nous avons eu un exposé sur la présentation du projet qui a été fait. Parmi les questions qu'il faut répondre clairement, pour être bancable, il y a la question quoi? Quel est le concept de base de notre projet? Est-ce que nous l'avons bien défini? Oui, parce que nous disons qu'on veut faire l'interconnexion de 11 pays de l'Afrique centrale. Mais l'exposé qui a été fait ce matin montre bien qu'au lieu de 11 pays, on va d'abord se focaliser sur 3, je crois, ou 4. Il y a la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Tchad, c'est déjà fait. Donc on va juste faire l'interconnexion. Et nous sommes par ailleurs évaluateurs de projet. Et ça pourrait être un frein, un handicap, parce que nous ne cernons pas l'entier projet. Il s'agit de construire un projet sur 11 pays. Avant de commencer, nous devons bien cerner le problème. Faire des études de faisabilité qui ont commencé sur l'ensemble du projet. C'est la mise en œuvre qui peut se faire par phase. On sait où on va et on définit comment on y va. Ce n'est pas ce que nous percevons ici. Vous voulez du concret? Voilà ce que nous avons vu. Et alors, nous avons également dit on construit des pipelines. Et ce matin, hier, on a dit oui, mais il y a des producteurs de gaz. Oui, on connaît. Ce sont les producteurs de gaz qui sont les clients du pipeline. Le pipeline, c'est le transporteur. Mais qui consomme? Quelle est la destination de ce gaz qui sera? On dit des produits pétroliers, du gaz, du gasoil, il y a des véhicules. Ça encore, on peut dire que les structures sont en place parce qu'il y a des stations-service qui vont distribuer ces produits. Mais le gaz sec, à l'arrivée, est-ce qu'il a parlé des distributeurs, n'est-ce pas, des produits pétroliers? Il y a aussi les distributeurs pour le gaz. Qui va distribuer ce gaz-là? Qui? Est-ce qu'ils ont été identifiés? Si oui, est-ce qu'ils sont partie prenante dans ce projet? Parce que s'ils ne sont pas présents, on va transporter le gaz, ça va arriver quelque part. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Mais quelqu'un ce matin a dit, mais le pipeline peut passer dans un pays et le pays peut ne pas être intéressé à se connecter dessus. Ce qui est vrai, oui. Et d'ailleurs, on a parlé de la concurrence. Oui, il pourrait y avoir concurrence. Si j'ai la capacité de pouvoir répondre à mes besoins, pourquoi je vais me connecter? Pourquoi? Et le projet ne tient pas compte à ce stade-ci des grands pays comme la RDC et l'Angola, à ce que je comprenne. On dit que ça va être des étapes futures. C'est un problème. Donc ce que nous pouvons recommander ici, c'est dès aujourd'hui de faire une étude complète du projet, en intégrant ces deux grands pays qui ne sont à ce moment possible exclus. Même le Congo est exclu, puisqu'on dit que ça va être la deuxième étape. Donc il y a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps, on va aller à la prière, mais je vous dis que concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que nous définissions clairement le projet. Et, bon, madame, permettez que je m'arrête là parce qu'il faudrait que je laisse le temps aux autres. Oui, on tient le sens, c'est ce que nous devons arrêter. Donc, il y a une dernière question, si on peut vraiment en 1 minute y répondre. Vous voulez répondre? Oui. En fait, c'est pas sur avoir juste une réponse concrète à la première question qui a été posée. Est-ce que ce projet peut être mené en PPP au moment où on parle? Il faut que je rappelle quand même qu'il y a eu déjà un modèle, donc, qui est le gazoduc d'Afrique de l'Ouest, qui a été mené en PPP, lancé en 2002, et qui a mis quand même presque 18 ans, et ça fait, depuis 18 ans, ce n'est pas encore fini. Et c'est seulement 4 pays. Donc c'est vrai que ça peut être mené en PPP. Il faut une bonne dose d'études, il faut une bonne dose
de concertation parce que c'est quand même de relier des équipements avant même de commencer par les exploiter. Et quand on prend le modèle, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte également qu'il y a eu des clusters qui ont été développés de manière à favoriser chaque État donc, dans l'exploitation de cette ressource. Parmi les grands problèmes, moi je peux vous dire par exemple la démarche d'implication des populations parce que ça impose donc d'utiliser du foncier, donc il faut parler aux populations, mais cette démarche n'est pas toujours comprise dans chaque État. Et ça dépend aussi de la manière dont ça a été restitué. Donc ce qui fait que vous pourriez avoir des retards dans un pays et pas dans l'autre, mais ça signifie qu'en réalité, vous avez un impact donc, de ce retard sur l'ensemble des pays. Vous avez les réglementations locales, donc qui ne sont pas identiques, harmonisées. Vous avez aussi des considérations politiques, comme disait tout à l'heure le précédent intervenant, où dans un pays, c'est les élections qui empêchent le projet d'avancer, et puis ça pénalise l'ensemble. Donc c'est tout un ensemble de contextes donc, qui font prendre du temps au projet dans sa préparation avant de pouvoir imaginer lancer globalement donc, l'ensemble de ces équipements. Merci. D'ovationner nos panélistes qui nous ont un peu conduits sur les différentes pistes, tant du point de vue général que du point de vue spécifique sur les sujets ou les questions liées au partenariat public-privé. Je suis consciente que peut-être certains sont restés sur leur soif, mais malheureusement, nous avons pris le panel un peu tard et le temps ne nous a pas permis peut-être d'aller jusqu'au bout des questions que nous étions censés aborder ce matin. Donc, merci à vous. Je remercie M. Ngaboseli, le commissaire de la CEMAC, M. Ikana, le DG de l'économie, ministère des hydrocarbures du Togo, M. Jean de Wolf, économiste à la AFC, chargé plutôt de l'investissement à la AFC, M. Ahmad Abdelkerim, directeur général des douanes, Madame la représentante de Madame Linda, merci à vous. Merci également à M. Mathieu Bécan. Et je dirais bonne prière à tout le monde et bon appétit également. Merci à vous aussi, Madame Nicole Ndoubayo, pour cette modération. Je vous prie d'avancer un peu pour une séance photo de famille. Faites attention juste au bout du tapis parce que c'est une marche pour ne pas tomber. Juste au bout du tapis, c'est une marche. Je vous invite à vous tenir debout là pour une photo de famille. S'il vous plaît, sous vos ovations, on les applaudit quand même. Merci. Alors, en attendant la photo, comme c'est annoncé par Madame Nicole, c'est la pause déjeuner. Pendant la pause déjeuner, il y aura une séance networking des femmes. Et nous les hommes on va juste manger parce que c'est pas prévu une séance networking pour les hommes, uniquement pour les femmes. Alors au vu de modifications du programme, parce que il y a des panels qui ont été décalés, à la reprise nous allons reprendre assez tôt, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir automatiquement après le déjeuner, c'est-à-dire à 14h00 ici même dans cette salle. Nous allons commencer avec le panel le rôle du gaz naturel dans la croissance économique et l'industrialisation de la sous-région. Il y aura comme modérateur de ce panel Monsieur Honoré Dairou. Il y aura également plusieurs panélistes, à savoir Monsieur Abdelgeou Hamid, directeur général Tokto SA, Eric Josserson, directeur général Perenco Tchad. Il y aura Magloire Kassongo, Waz Kenda, qui est directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures de la RDC. Il y aura également M. Liu Henyan, président de la CNPC Tchad, représentant légal de la CNPC. Il y aura également le directeur général de Tchad Petroleum Company. Il y aura également M. Alain, qui est Business Development Lead Siemens. Alors, ça, c'est le panel qui sera là ici. Nous serons aussi en salle de discussion sur la thématique mettre en place un pôle régional, effectivement, dans les ressources humaines et l'énergie en Afrique centrale. Je vous souhaite une bonne pause et je vous prie, s'il vous plaît, de rejoindre la salle à partir de 14h00. Et bonne prière.
تحت الرعاية السامية الرئيس الجمهورية هنشات صاحب الفخامة محمد إدريس ديبيتنو بالتعاون مع وزارة هند المحروقات والطاقة والشركة الوطنية هند المحروقات التشادية عيشوا الحدث الكبير هنا الطاقة والمعادن هنا السماك المفتوح للسياسة. خطوه تحت عنوان الشراكة العامة والخاصة في خدمة البنية التحتية هند الطاقة في إفريقيا المركزية. كابف شات 2023 من يوم 8 لحد يوم 10 نوفمبر 2023 في أوتيل راديسون بلو هننجمنا. مواعيد مهنية وطموحة ما لازم تفوتكم. كل المعلومات اتصلوا برقم التليفون 62 21 37 33 إما 64 16 19 33. الموقع الإلكتروني www.cabef2023.com